Bonjour Daniel, Bonjour. bonjour Willy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes sur une chaîne internet, Koyeba, et on vous reçoit parce que vous avez écrit un roman historique, un livre publié dans les éditions Les Listes Bleues, et on voudrait en parler. Et je ne sais pas si tu as un mot. Non, mais moi j'ai lu et j'ai été du coup à la rencontre de Willy. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pendant une session dédicace à la Fnac. J'ai lu le livre. Je pense qu'on a énormément de choses à dire sur ce livre parce qu'effectivement c'est un bouquin qui est historique, mais ça relate des vêtements assez particuliers. On aura l'occasion de revenir dessus pendant l'interview. Et à la fin de la lecture du livre, je me suis dit que il fallait impérativement que Willy, j'en avais parlé, fasse partie des invités qu'on allait recevoir, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire à propos de ce livre. Oui, j'avoue que j'ai lu les livres jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'à la dernière page. Bravo. Et Bravo. quand j'ai lisé, j'ai prenais des notes. Et j'ai préparé aussi en même temps l'interview. Et une question me revenait souvent, pourquoi vous avez écrit ces livres? Et quand j'ai fini ces livres, je me suis dit, ouais, ça devait être écrit. Donc, Oula. oui. Mais bon, cela n'empêche, je peux quand même poser la question, pourquoi vous avez souhaité écrire ces livres? Un livre sur la guerre, de manière Ouais, plus sur la spécifique. guerre, ouais, sur... Alors, bon, déjà, merci pour l'invitation. Hein, comme Daniel l'a rappelé, ça fait quelques temps qu'on en parle. Et puis, ça fait un plaisir d'être là. Alors, le roman, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un roman historique. C'est un roman qui traite de la guerre. Ouais. Et on va dire qu'il y a plusieurs raisons qui ont motivé la rédaction de ce roman. La première, c'est que déjà, je suis écrivain. Ça fait pas mal d'années déjà que j'écris. Je suis sur beaucoup de projets. J'ai même un deuxième roman déjà en cours d'écriture. Mais c'est vrai que cette thématique en particulier s'est imposée à moi d'une certaine manière. Je vais vous dire pourquoi. Le Congo, on va relater un peu le fil de l'histoire. La décennie des années 90, elle a été marquée par trois guerres civiles. Ouais. Trois. Donc on a eu 93, on a eu 97 qui a marqué le retour au pouvoir d'un certain Sassou Nguesso. D'ailleurs, il n'est toujours pas reparti. Ouais, il est toujours là, ouais. Il est venu Accessoirement. pour ne jamais s'en aller. Et la troisième, c'est 98, qui est donc celle sur laquelle je Ouais, me concentre oui, et qui s'étale, on va dire, jusqu'au début des années 2000. C'est ouais. un peu les prémices de ce qu'on appelle la guerre du Poul, hein, qui est la région frontalière à Brazzaville. Et en fait, l'idée, comme j'ai dit, d'écrire ce roman s'est imposée à moi quand je suis parti à Brazzaville. J'y vais souvent pour des raisons professionnelles, personnelles, et je m'étais rendu compte avec le temps, en côtoyant notamment la communauté estudiantine, en discutant avec pas mal de jeunes, parce que moi j'aime bien rencontrer des étudiants. Je vais souvent, j'ai pas mal de jeunes qui, voilà, avec qui j'ai de bons rapports sur l'université Mariangwabi, Mm. mais je m'étais rendu compte que nombre d'entre eux euh, méconnaissaient totalement cette période. Pourtant, la guerre, elle a été dévastatrice, elle a été Mm. mortifère, et j'ai envie de dire, elle a laissé une trace indélébile. Et paradoxalement, les jeunes qui sont nés au lendemain de ces événements semblent un peu éloignés de cette réalité. Et là, je me suis dit que c'était pas normal. C'était pas normal parce que euh, si on veut éviter qu'un jour les mêmes causes puissent produire les mêmes effets, je pense qu'il faut en parler. Mm. Et en furetant un peu, je me suis rendu compte que les autorités politiques congolaises n'étaient pas étrangères à cela. C'est-à-dire qu'il y a une véritable omerta concernant ces questions-là. On n'en parle pas, c'est des sujets tabous. Et quand vous interrogez même des personnes occupant des postes de haut plan, bah, il y a une sorte de frilosité. Et donc, je me suis rendu compte qu'on entretenait finalement C'est omerta. voilà, cette omerta. Et moi, je pense que aujourd'hui, l'Afrique est à une époque où sa jeunesse commence à prendre progressivement conscience selon les endroits où on se situe. On voit qu'il y a une certaine effervescence en Afrique de l'Ouest. On ne va pas rentrer dans les détails, vous savez déjà. Mm. Mais je pense qu'il n'y a pas un peuple aujourd'hui au monde qui peut avancer s'il n'est pas capable d'assumer, de regarder son histoire en face. Voilà. Et donc je me dis que pour les générations actuelles et celles à venir, on doit aborder et accepter de parler de ces choses-là. Parce que des choses graves se sont passées et les maintenir en fait dans le silence, bah, c'est comme qui dirait entretenir en fait une bombe à retardement et faire en sorte que peut-être un jour
on tombe encore dans ces mêmes travers. Ouais, certainement parce qu'il y a encore des blessures, il y a des cicatrices. Exactement. Et Des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Il y a des blessures, et je vais rajouter, il y a même aussi beaucoup de questions qui sont restées en suspens. C'est-à-dire que nous, en tant que population, on a vécu ces conflits. Je dis nous parce que j'ai, à titre personnel, vécu ces 3 conflits. Le dernier, donc celui sur lequel je me concentre dans ce roman, je l'ai vécu jusque dans ma chair, puisqu'il m'a emmené à fuir avec ma famille, à terminer dans un camp de réfugiés avec ma famille. Donc, ça me parle 2 fois plus. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans une logique de sensibilisation et de responsabilité, il était important que l'on puisse écrire là-dessus. Et moi, je ne suis pas trop fan des essais, parce que les essais, certains m'ennuient très vite. Alors que je pense que le roman, c'est une très bonne forme, elle est divertissante, mais elle peut être aussi en même temps instructive. C'est l'origine donc de ce roman. C'est ce qui a fait qu'il a fini qu'il a réussi à lire jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que les romans, on est pris dans l'histoire. C'est vrai qu'au début, c'est un peu mou, et plus on entre dans l'histoire, plus on progresse, plus on a envie d'avoir la suite, d'en savoir un peu plus. Et dans ces romans, le personnage principal, c'est Kuka. Bon, bien évidemment, avec ses 2 amis, Gildas et Cyr. Ils ont tous les 3 des parents qui ont des avis différents par rapport au gouvernement. Il y en a un qui est du côté du gouvernement, l'autre qui critique, et puis un autre est un peu neutre. Qu'est-ce que cela dit de la société congolaise en réalité ? Voilà, déjà, je vais présenter le personnage principal. Donc, il se nomme Kuka, c'est un adolescent habitant Brazzaville, et plus précisément le quartier de Bakongo, qui est le 2e arrondissement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et qui est donc passe ses journées en dehors de l'école avec ses 2 meilleurs amis, Cyr et Gildas, et ils sont réunis par une passion qui, je pense aussi, est celle de nous tous ici, celle du foot. Voilà, c'est des adeptes du football. Et en même temps aussi, c'est l'une des rares distractions qu'ils ont, parce qu'ils évoluent en fait en 98. Ce qui se passe, c'est que le pays sort déjà d'une guerre. Parce qu'il y a eu 97 avant, qui a été de loin la plus démentielle, parce que là, c'était un président face à un ancien président. Donc, en matière de ravage, je pense qu'on n'aura pas vu pire. Et donc, à ce moment-là, en fait, Kuka, c'est un jeune Congolais comme tant d'autres, qui a des rêves plein la tête, qui n'a qu'une seule ambition, c'est de passer son bac, éventuellement partir du Congo. Partir à l'étranger pour continuer ses études. C'est le cas de ses 2 copains également. Et petit à petit, leur quotidien va être perturbé par une série d'événements. L'événement le plus marquant, ça va être donc à la sortie d'un match de foot, Cyr se fait enlever, et de fil en aiguille, on découvre que cet enlèvement, qui est en apparence anodin, cache autre chose. Mais bon, ça, on laisse les lecteurs, le soin de découvrir un peu. Maintenant, pour revenir justement sur la singularité de leurs parents, c'est vrai que donc l'un a un père qui est un adepte du parti au pouvoir, l'autre est fils d'enseignant qui lui a totalement en horreur les politiciens, et un autre c'est le fils d'un artisan. Et en fait, ce que ça dit de la société congolaise, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est la fracture sociale, je dirais même socio-politique, qui existe encore aujourd'hui au Congo. C'est-à-dire que on a tous, quand on habite dans les quartiers, des amis, et il arrive un moment où, pour satisfaire ses opinions politiques ou juste la quête de ses intérêts individuels, certains vont choisir d'aller dans un sens opposé à celui de la majorité. C'est le cas donc du père de Cyr, qui lui rêve en fait d'une ascension sociale, parce que vous savez que au Congo singulièrement, la politique, c'est le meilleur moyen de s'enrichir. Nous, on a mis du temps à faire des études, mais ça compte pas. Si on veut s'enrichir, si on veut devenir quelqu'un, il faut être ministre, il faut être conseiller. Et donc, c'est le chemin que choisit de suivre son père. Et donc, ça met en lumière, si vous voulez, donc, la fracture sociale qui existe, parce que on se rend compte que dans ce pays de 5 millions d'habitants environ, on a des gens, d'une part, qui peinent à joindre les 2 bouts, parce qu'il faut rappeler que le Congo, c'est plus de 70% de la population qui vivent en dessus de seuil de pauvreté. Et on a une petite minorité qui choisissent de faire fi de tout ça et qui s'accaparent le pouvoir. Et donc ça, c'était intéressant justement de mettre ça en lumière, de voir comment est-ce que, ayant des parents qui s'adonnent à des pratiques bien singulières, ces 3 amis arrivent à rester soudés malgré tout et à évoluer ensemble. Une question en dehors du livre. Oui. Et
quand on regarde bien, ces conflits et sur le fond des problèmes ethniques, hein. Mhm. Quand le papa de Gildas s'approche plutôt du pouvoir et les autres qui critiquent le pouvoir, est-ce que c'est parce que le papa de Gildas est des côtés ethniquement parlant du pouvoir ou bien Alors pas non, du tout? Ouais. il n'est pas, de la même ethnie en tant que tel on va dire du parti majoritaire, hein, de ceux Ouais. qui dirigent, puisque c'est souvent une ethnie qui dirige. Non, c'est plutôt en fait la quête d'intérêt individuel. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'on est un groupe qui domine, on a Mm. toujours en fait des petits éléments qui proviennent de divers horizons, qui viennent s'agripper pour eux aussi avoir leur part du gâteau. Donc D'accord. lui, il est un peu dans cette optique. Et dans ces romans, vous mettez en scène des rebelles, des ex-rebelles et aussi des membres du gouvernement, des officiers de la police, comme le fameux général Etumba, Mhm. avec des scènes vraiment surréalistes, hein. Je pense que c'est un de mes personnages préférés, celui-là. Ah bon? Je pense que c'est un de mes personnages préférés. Ouais, avec une partie où voilà, il demande à sa secrétaire de Oui. passer le Bah, voir les- dans son bureau et puis Ouais, la secrétaire qui prépare les préservatifs. Bon, on va pas raconter la Voilà, suite. on va pas spoiler. Ouais. Et est-ce que c'était aussi important pour vous de leur accorder ces rôles qui prennent vraiment de la place dans ces livres, Bien de ces sûr. gens-là? Bah, c'est un roman qui traite de la guerre. Mm. Et moi, j'avais à cœur, quand vous le lisez, vous avez dit que vous avez lu jusqu'à la fin, vous avez vu que je décris tant que faire se peut la société congolaise. Donc avec les Nganda, avec les ambiances nocturnes, Les Nganda, on rappelle, voilà. c'est... les tout bars. ce qui est les bars, Ouais, voilà, ouais, les débits ouais. de boissons, voilà. D'accord. Les cabarets, enfin bref. Et donc j'essaie de faire en sorte que ce récit colle le plus à la réalité, parce que c'est une fiction certes, mais une fiction basée sur des faits réels et qui a vocation à être historique. Et donc je trouvais intéressant justement de mettre en avant tous ces gens, qu'ils soient rebelles, qu'ils soient ex-rebelles ou qu'ils soient encore aux commandes, comme le fameux général. J'ai même eu d'ailleurs à interroger dans le cadre de la rédaction de ce roman des ex-combattants. Moi j'ai rencontré des anciens ninjas, des anciens cobras, pour voir en fait, qui m'expliquent quelles étaient leurs motivations et quelles étaient les choses qui ont fait qu'à un moment donné ils se décident, parce que beaucoup étaient jeunes à l'époque, hein. Aujourd'hui ils sont tous des quadras ou des cinquantenaires, en voilà, mais qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qui faisait que du jour au lendemain on décide de prendre une arme pour aller tirer sur son frère? Parce que je rappelle que les guerres qui ont frappé le Congo sont des guerres civiles, c'est-à-dire que c'est des Congolais contre des Congolais. Il n'y a jamais eu une puissance exogène Ouais. qui est venue en fait attaquer le Congo. Et donc c'était assez intéressant. Et d'ailleurs ils m'en ont raconté des tonnes. Et ça m'a permis justement, et ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je les mette en scène. Parce que le propre de la guerre, donc c'est l'émergence des guerriers, des chefs de guerre, des seigneurs de guerre. Donc il y en a certains qui accèdent à des postes parce qu'ils ont tenu l'arme. Il y en a certains qui, même s'ils étaient des manants au départ, avec le pillage, avec les agressions, ils se constituent une fortune. Il y en a certains qui perdent la vie. Donc c'est important justement donc, de rentrer un peu dans leur tête pour qu'on voit en fait quels sont les mécanismes qui les animent. Et le général, il en est une illustration parfaite parce que c'est un apparatchik du régime, proche du président, et qui est à l'image de ce qui se passe même aujourd'hui dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là, à qui on va conférer un pouvoir illimité, qui des fois même n'ont pas de compte à rendre, même à leur hiérarchie. C'est-à-dire que le directeur de la police, qui est censé donc dépendre du ministère de l'Intérieur, par moment, ce lien hiérarchique il disparaît, parce que le directeur doit son ascension uniquement au président de la République. Et donc, c'était assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça drôle de rentrer dedans et aussi dans leur quotidien, de montrer que finalement, outre le pouvoir qu'ils ont, outre l'argent qu'ils ont, en fait, les distractions, ils n'en ont pas tout. Ils n'en ont pas trop. Parce qu'on voit après, par les mœurs légères, des secrétaires qui deviennent finalement des maîtresses de l'homme fort. Enfin, voilà. L'idée, c'est de rester vraiment, en fait, à l'image de ce qui se fait. Donc, ça a fait rire beaucoup de personnes. Ça a même étonné certains. Mais moi, je leur ai dit qu'en réalité, il n'y a pas de fiction dedans. Là, on est dans le réel. C'est vrai, totalement. D'accord. Il y a encore un autre personnage qui revient souvent et qui nous a interpellés. Lequel? Le ministre Augustin Lokuta. Que l'on surnomme... le président a dit. Le président a dit. Voilà. Alors, lui... l'idée d'écrire, de créer ce personnage est venue à moi tout naturellement parce qu'en fait, il est l'archétype même du ministre congolais. Si vous voulez, comme j'ai dit, je vais souvent à Brazzaville
Et je suis souvent connecté à la télévision nationale, Télé Congo. Et il y a un détail qui choque tous ceux qui ne connaissent pas cette chaîne et qui la regardent souvent. C'est la soumission permanente de nos élites vis-à-vis du président de la République. Donc, quand vous écoutez le journal, il va durer 30 minutes. Déjà, ça tourne à 90% autour de l'activité gouvernementale. Donc, les artisans, on ne veut pas savoir ce qu'ils font. Les entrepreneurs, on ne veut pas savoir. La société civile, on ne veut pas savoir. Mais par contre, c'est les ministres, ministres de l'Agriculture et ainsi de suite. Et ils ont une singularité, c'est que chacun d'eux doit montrer sa soumission. Et le plus souvent, c'est en chantant les louanges du président. C'est-à-dire que le discours va commencer par grâce au président, ça va se terminer par la volonté du président, le président a dit, d'après le président. Et tout ce micmac-là, ça m'a donné l'idée de créer ce personnage, sachant qu'ils sont nombreux comme ça. Mais lui a collé ce titre, à savoir le président a dit. Parce qu'il est l'archétype même du ministre congolais, et qui est proche du pouvoir, qui est parent du président, et qui chante les louanges, en fait, au lieu même de déballer son programme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le programme de ce fameux ministre Augustin Lokuta, mais on sait une chose, c'est que le président a dit. Mais quand on regarde très bien tous ces ministres, si on regarde partout en Afrique, tous ces ministres qui chantent la gloire des présidents. Les louanges, ouais. Ils sont quand même intellectuels, en général. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Parce que je pense que pour le Congo que je connais particulièrement, on a des intellectuels. Mais après, beaucoup vont se fourvoyer. Et on a des gens aussi qui sont de purs arrivistes. C'est-à-dire que des gens qui sont là, vous parliez tout à l'heure des combattants et des ex-combattants. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui occupent des postes à responsabilité parce qu'à un moment donné, notamment en 97, ils ont joué un rôle majeur dans la guerre. Et donc, on est dans cette logique de l'effort de guerre. Vous savez, quand vous avez une personne qui, dans l'administration congolaise, occupe le même poste depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a de quoi se poser des questions. Et quand vous allez fouiller un peu, vous vous rendez compte que, écoutez, lui, il dirigeait telle et telle faction et il a permis, en fait, au président de prendre telle place. Enfin, voilà, on est dans une logique, en fait, qui dépasse l'entendement parce qu'en réalité, les fonctions dépendent d'abord, un, de la compétence de la personne et deux, de sa capacité à implémenter les projets qu'on lui manage. Et donc, malheureusement, c'est des choses qui tendent à s'éterniser et puis on est obligé d'en parler et de le mettre en avant. Dans ces romans, comme on évoquait tout à l'heure, il est question de tribalisme. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, où en est les Congos avec ces fléaux? Alors, en ce qui concerne le tribalisme, je vais être très pessimiste. J'ai envie de dire que le Congo, il en est au point mort, parce qu'il n'y a rien qui est fait justement pour enrayer ce fléau, comme vous l'avez appelé. Parce qu'il faut savoir que le tribalisme, en fait, il gangrène tous les aspects de la vie congolaise. Quand on est en période de conflit, quand on prend juste le phénomène des milices, 95% des jeunes s'enrôlent d'abord sur la base tribale. C'est-à-dire qu'on va avec celui qui est de notre ethnie. Et voilà, je dis 95 parce qu'il y aura toujours 5% qui vont venir d'ailleurs, mais on va dire la pierre angulaire, c'est le tribalisme. C'est l'ethnie à laquelle on est rattaché. Et c'est la même chose lorsqu'on regarde la situation actuelle au Congo. J'ai même envie de dire, et ça va peut-être choquer, mais le tribalisme est en quelque sorte institutionnalisé. C'est-à-dire que quand vous prenez le sommet de la pyramide, à savoir le président, regardez le nombre de personnes de sa famille, et quand je dis sa famille, donc c'est des enfants, c'est des neveux, c'est des nièces. Aujourd'hui, on a même des petits-enfants. Et après, par la suite, on tire dans toutes les ramifications qui contrôlent même les le élus, pays. j'ai vu récemment. Écoutez, le Parlement congolais aujourd'hui a 3 enfants qui portent le patronyme du président congolais. 3. C'est pas mal. Et pareil, quand vous arrivez dans les cabinets, vous avez aussi soit des neveux, soit des gens qui, quoi qu'il en soit, ont une ramification. Et ce qui est dommageable dans tout ça, c'est que c'est quelque chose, en fait, qui semble ne pas choquer les Congolais. C'est-à-dire qu'on le dénonce, mais dans le secret. Mais il n'y a pas de colloque, il n'y a pas de sensibilisation. Et en matière d'éducation civique, il n'y a rien qui est fait justement pour sensibiliser les gens à ça. On sait tout simplement que c'est comme ça, le système est ainsi bâti. Et certains prennent pour acquis que dans ce pays, on ne peut pas occuper certains postes si on ne vient pas de telle ou telle famille. Et je vais poser une question, c'est vraiment un jugement. Vous seriez de l'ethnie du président de la République actuelle, vous écriveriez ses livres? Vous voulez dire si j'étais de son ethnie, je n'aurais pas écrit.
Bah, déjà, je pense que C'est je une l'aurais... question. c'est Non, une non, question. je l'aurais quand même écrit parce que moi, je ne l'ai pas... il n'y a pas qu'une portée littéraire dedans. Il y a aussi une démarche personnelle, hein, parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai vécu ce conflit-là. Moi, j'ai séjourné dans un camp de réfugiés dans le sud-ouest de la RDC, Mbanzangungu, si vous savez. Et sincèrement, quand vous vivez ce genre de choses, quand vous manquez de mourir, euh, il y a un regard, en fait, qui devient un peu plus dur et un peu plus... intransigeant vis-à-vis de certaines froid, choses. ouais. Voilà. Et je vais même vous dire, nombreux parmi celles et ceux qui ont suivi le même trajet que moi, Mm. bah, malgré le fait d'être probablement de la même ethnie ou de venir de la même région, tiennent le même discours. Donc c'est d'abord une question de vécu et aussi une question aussi de responsabilité parce que en réalité, moi j'ai une double casquette, celle de l'intellectuel, mais aussi celle de celui qui a vécu la chose. Et moi, en tant qu'intellectuel, si vous enlevez le vécu qui est le mien, bah, mon rôle c'est de dire les choses sans fioriture, sans prendre de gants. Parce que bah, si on ne le fait pas, personne ne le fait. J'ai une question, je sors un peu de ma tanière. Oui. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je trouve ça assez intéressant. Je voulais juste te demander, est-ce que quand, du coup, comme tu le dis, que tu as vécu les choses, et d'ailleurs, ça se ressent dans le livre. Moi, quand je lisais les livres, il décrit des endroits, il décrit des situations. J'ai même l'image d'un jour où il avait mis une story sur son Instagram et j'ai commenté en disant, mais ça me rappelle tel passage du livre. Et tu m'as dit, mais finalement, oui, c'était à ce moment-là que je faisais allusion. C'est vraiment, on sent que c'est des événements qui ont été vécus. Est-ce qu'à un moment, ça suscite pas une vocation à, comment dire, je vais pas forcément dire à faire de la politique, mais à vraiment prendre les devants et à aller vraiment, comment dire. Être un acteur. Voilà, non, mais après être un acteur, moi je trouve que rien que d'en parler, de faire un livre, c'est de Déjà un l'activisme. acteur. Ouais. Maintenant, est-ce que ça donne pas envie de vraiment entrer dans le D'aller concret, plus. par exemple, avec les personnes qui ont vécu ça, de faire une sorte de coalition et puis d'aller essayer de faire bouger les choses. Il y a une partie à la fin du livre et je pense que. Mhm. Ouais. Ouais. Oh, c'est ça. en Non, fait. mais alors, Ouais. je vais te dire très honnêtement, Mm. moi, ma démarche pour l'instant, elle doit rester intellectuelle. Parce que c'est la posture dans laquelle j'ai le plus de flexibilité pour impulser, si tu veux, une réflexion collective, pour soulever certaines questions, pour aller là où les autres ne vont pas. Alors que quand on rentre dans les mouvements, je ne dis pas qu'ils sont tous fourvoyés, mais on est un peu noyé à l'intérieur. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, quand on écrit, bah, comme tu l'as dit, c'est un acte d'activisme, c'est une œuvre littéraire, mais c'est aussi quelque chose qui te permet de prendre de la hauteur. Parce que certes, c'est inspiré de faits réels, mais il y a aussi une grosse part de fiction, grosse part d'imaginaire que j'essaie de déployer. Et pour l'instant, ça me convient très bien. D'accord. Ben, vous utilisez beaucoup d'humour pour décrire certaines choses, hein. Mais vous abordez des thématiques très dures comme les assassinats, les viols. Ce qui vous ramène à une question. Est-ce que c'est facile d'écrire la guerre? Concernant le Congo de manière spécifique, je vais dire que c'est très dur. Pourquoi? Parce que comme je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, c'est que au Congo, on ne parle pas de la guerre de manière décomplexée. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas un étudiant qui va vous dire qu'il a appris les différents conflits à l'école. Alors que normalement, ça devrait faire partie intégrante, comme c'est le cas au Rwanda, comme c'est le cas dans pas mal de pays, pour qu'on puisse sensibiliser et éduquer la jeunesse. Mm. Et donc, en matière de documentation, outre les ONG qui, eux, ont fait un vrai travail, hein, parce que quand vous prenez, par exemple, la Ligue de défense des droits de l'homme et tout ce qui va avec, la FIDH, enfin, tous ces organismes-là qui, eux, ont un rôle Suffisamment objectif, documenté, ouais. voilà, il n'y a pas beaucoup de documentation. Donc, c'est très dur. Après, on a aussi la chance d'être dans un petit pays, ce qui fait que bah, on connaît beaucoup de personnes et c'est ce qui m'a permis, par exemple, moi, d'aller au cœur. Comme j'ai dit, moi, j'ai fait asseoir des anciens miliciens et autour d'une bière et les gars me racontaient leur quotidien, me racontaient même des choses qui dépassaient l'entendement. Et donc, j'en avais même des fois un peur parce que quand il vous décrit certaines choses, et là, je me dis, mais donc, il a fait ça, mais c'est que c'est quelqu'un de dangereux. Mais je pense que non, c'est très dur. Et ces gens-là traînent encore dans Ils la vie traînent. Bah, alors, normalement. Ouais. justement, mais ça rejoint votre autre question. Vous avez dit que j'ai utilisé beaucoup l'humour parce que je pense que l'humour aussi, ça permet de décrisper la situation. Et puis, c'est bien aussi quand on rigole, même pour des choses dures, ça permet voilà, de ne pas trop rester figé sur la noirceur. Mais la partie dure, justement, moi, je suis tenu de l'aborder parce que, un, ça fait partie de la guerre, mais deux, parce qu'aussi, il y a une question qui est là, qui est celle de la réparation. Aujourd'hui, par exemple, durant ces conflits, il y a eu des viols en masse qui ont été commis.
Moi, je connais personnellement des gens dans mon entourage qui ont eu des enfants issus de viols collectifs. Mais regardez, je veux dire, aucune personne aujourd'hui, au sein voilà, de l'appareil politique congolais, dans les administrations, personne en fait ne s'empare de ces questions-là. Moi, j'ai jamais vu de débat visant à, je ne sais pas, éventuellement recenser par exemple le nombre de femmes violées ou même apporter des réparations. Donc on se dit, si on peut au moins l'écrire pour laisser une trace et pour peut-être mettre l'accent sur des sujets que d'autres essaient d'éviter, c'est toujours ça de fait. Mais quand des histoires comme ça se passent dans un État, la responsabilité revient à la population aussi quelque part. Quel regard portez-vous sur la jeunesse congolaise? Alors, mon regard, il est mi-optimiste et mi-pessimiste. Pourquoi? Parce que on a l'impression... Alors, déjà, la jeunesse congolaise aujourd'hui, celle que moi je côtoie, c'est une jeunesse qui a des rêves plein la tête, hein, qui a soif d'apprendre. Hein, j'ai pas mal d'étudiants que je conseille, qui me posent souvent des questions sur leur parcours et tout ça. Maintenant, ce que je pense qu'il manquerait dans leur profil, c'est peut-être de savoir qu'à un moment donné, il faille prendre ses responsabilités. Et je vais développer, c'est qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses au Congo. On a des étudiants, par exemple, on a eu des périodes, des étudiants pendant plus d'une année, ils ne touchent pas de bourse. Qu'ils soient sur place comme à l'étranger. À l'étranger, c'est encore pire, parce que le coût de la vie n'est pas le même, et ainsi de suite. Mais il y a cette fibre revendicatrice qui manque aux Congolais. C'est-à-dire que on a encore trop de frilosité quant au fait de revendiquer ses droits, quant au fait de descendre dans la rue et de dire, bon, voilà, là, on arrête et vous nous réglez cette situation. Donc, c'est cette partie-là qui me rend parfois pessimiste parce que je trouve des fois qu'elle est un peu molle. Et, parce que les Congolais sont distraits? Alors, la distraction, j'ai envie de dire qu'elle est... oui, elle fait partie du piège dans Ou bien lequel c'est on un tombe. peuple trop con? Non, je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur. Alors, je vais vous dire, dans le discours, par exemple, des hommes politiques, notamment celui qui est au sommet, on a souvent, en fait, un mot qui revient souvent dans chacun de ces discours, c'est la paix. C'est-à-dire qu'il brandit systématiquement la paix pour garantir une sorte de cohésion sociale. Mais vous savez, quand vous avez des populations qui ont connu 3 guerres civiles, des populations qui ont perdu des proches, qui ont perdu des biens. Moi, par exemple, quand je regarde tous ces conflits, à chaque conflit, on a perdu des proches. Moi, le dernier, j'ai perdu, par exemple, quelqu'un dont j'étais très proche, qui est le frère de mon père, à qui j'ai d'ailleurs dédié le livre. Si vous avez vu en première page, c'est écrit à la mémoire d'une certaine personne. Oui. Eh bien, à force de leur brandir comme ça, la paix. Mais la paix, en fait, si vous voulez, on ne la martèle pas. Parce que si vous la martelez, c'est qu'en parallèle, vous leur faire miroiter le retour à de probables hostilités. Donc, est-ce que c'est un sentiment de peur? Moi, j'ai pas la réponse. Mais je sais une chose, c'est qu'en matière de détermination, il manque encore cette petite étincelle. Mais dans une partie de votre roman, Oui. qui se déroule à Bakongo, À Bakongo, ouais. il y a un endroit qui revient souvent, c'est l'avenue Matwa, Avenue Matsoa, oui. où il y a des bars, de l'ambiance. Ah oui, Tout moi, à l'heure, on parlait des voyais. rêves. On parlait des rêves des Congolais. Est-ce que c'est pas lié aussi à ça, toute Ça en fait cette partie. peur? Ouais. Ça en fait partie. Je veux dire, vous avez parlé de distraction, vous avez parlé de beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire concrètement, parce que, écoutez, je ne suis pas Dieu, hein, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne bougent pas. Mais en revanche, je peux identifier certains éléments. Moi, je pense qu'il y a de la peur et aussi une grosse part de distraction. Et de la sape. Oui, voilà. Une grosse Vous part êtes lié, vous aussi, avec ces mouvements-là? Pour parler déjà donc vous parlez de l'avenue Matsoa. Pourquoi est-ce qu'une bonne partie du récit prend corps dans ce quartier? Parce que déjà, c'est la base, comme on dit. C'est-à-dire que moi, c'est l'endroit dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi à quelques encablures de l'avenue Matsoa. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première fois que je suis reparti au Congo, après l'aéroport, j'ai demandé à ce qu'on me dépose là-bas, que je descende et que je marche, au moins pour sentir les odeurs, pour voilà, toutes les vibrations. Parce que pour nous, c'était nos Champs-Élysées. C'est l'endroit où on allait se divertir le soir, voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et maintenant, en ce qui concerne la sape, la sape, ça fait partie intégrante de la culture congolaise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je ne suis pas un adepte en tant que tel, mais j'ai baigné dedans, dans la mesure où, que ce soit de mon côté maternel
paternelle, il y a au moins 1 ou 2 sapeurs. Et quand je dis 1 ou 2, c'est-à-dire c'est des gens qui sont prêts à faire toutes les choses possibles pour avoir des vêtements hors de prix. Je ne cautionne pas forcément le combat de certains d'entre eux, surtout quand ils peinent à joindre les deux bouts, mais qui préfèrent investir dans les vêtements. Mais on ne peut pas nier le fait que ça fasse partie du paysage congolais. Et quand on habite à Bas-Congo, la sape, voilà, derrière, la parcelle d'en face, il y a toujours ça un fait pas sapeur. partie des antivaleurs, c'est des choses qui font que l'Afrique régresse toujours. Probablement. Je pense que dans toute chose, il faut savoir doser. C'est-à-dire que on peut aujourd'hui s'adonner aux vêtements. Comme j'ai dit, ça fait partie de notre culture, qu'on aime ou pas, mais toujours en fait avec un certain dosage. Parce que quand c'est dans l'excès, et ben là, en fait, c'est au détriment de choses plus essentielles, à savoir l'éducation, à savoir peut-être aussi la sensibilisation. Donc, à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités, de savoir où sont ses priorités, tout simplement. Et vous, personnellement, par rapport à ce que vous avez écrit, êtes-vous dans une démarche qui consiste à dénoncer les totalitarismes, la dictature qui règne, la dictature, on va dire est-ce que le Congo c'est une démocratie, point d'interrogation. Est-ce que vous êtes dans une démarche comme ça qui consiste à dénoncer les totalitarismes? Moi, je suis dans une démarche qui est intellectuelle. Et il y a un écrivain, un romancier que j'aime bien, d'origine guinéenne, Tierno Monenembo, qui disait dans une émission qu'un écrivain doit savoir soulever les bonnes questions. Et donc, moi, je suis dans cette démarche-là. Quand on voit l'état dans lequel le pays se situe, le Congo, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de raisons d'être fier à l'heure actuelle, de la manière dont les gens gèrent ce pays et de la manière dont ils le guident au quotidien. Et donc, ma démarche consiste justement donc, à souligner tous ces points, à porter à la connaissance du grand public certaines interrogations, de sorte à amorcer peut-être une réflexion collective. Parce que les questions, vous savez, on peut en avoir plusieurs, mais on n'a pas forcément la capacité d'y répondre. Mais je pense qu'en étant plusieurs, en partageant justement nos expériences, en abordant certaines thématiques, on arrivera peut-être à émerger. Une autre question personnelle aussi. Oui. Quel rapport avez-vous avec le christianisme? Êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien. Ouais, Pourquoi j'ai dit cela? Si on va à la page, je pense à 155, rapidement, 155. 155. Ouais. Et de quoi elle parle cette partie? 155, ah bah... Dans tous les villages, les soirées étaient ponctuées par les veillées mortuaires, les pleurs et les lamentations. La situation devenait apocalyptique pour se donner du cœur au ventre et ne pas s'apitoyer sur leur sort. Quantité de gens s'orientèrent davantage vers la religion. Et puis, à grand renfort des prières, car face à cette suite de calamités, ils ne voyaient plus que la main du Très-Haut pour leur porter assistance. Le curé, ainsi de suite. À la fin, vous dites, rien n'y faisait, la liste des morts continuait de s'allonger. Page 175, non, 195. Allez, on est parti. C'est parti. Non, rapidement. Oui, non, mais pas de souci. Rapidement, page 175. Je vais rebondir aussi sur ça. Page 175, vous dites... Là, vous parliez d'un seigneur de guerre ou bien les Tachula. Les gens d'endroits où l'on est souvent placé sous la férule d'un individu véreux. Là, vous parlez de l'église d'État, qui s'octroie les statuts des pasteurs et exerce un ascendant sur ses ouailles. Il installa cette église en bordure de la forêt des Bangou et c'est pour dire en quelque sorte très rapidement, les premiers adeptes c'était des gens avec des problèmes mentaux. Ouais. Des problèmes mentaux ouais. Auxquels s'était mêlé aussi une partie de villageois, parce que le discours en fait qui était mis en avant était spirituel. Maintenant, je vais revenir à votre question initiale. En fait, dans les passages que vous avez décrits, et d'ailleurs il y en a encore d'autres, puisque ce que j'ai mis en avant, c'est pas mon avis à moi. Et il faut bien faire attention. Moi, je livre en fait, moi je dépeins la société congolaise. C'est comme je vous ai dit, moi mon but c'est d'observer et de faire remonter un certain nombre de sujets, d'amorcer des réflexions. Et qu'on le veuille ou pas, la spiritualité, notamment celle du christianisme, est fortement ancrée dans la société congolaise. Même quand elle est
Une autre forme de distraction. Elle est... Alors, distraction, ça dépend aussi, là aussi, de la proportion. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont s'y adonner à 100%, d'autres qui vont s'y adonner pour que ça vienne en complément des valeurs qu'ils véhiculent au quotidien. Et puis après, comme j'ai dit, que chacun prenne ses responsabilités. Mais moi, j'étais obligé de mettre ça parce que le christianisme est fortement ancré au Congo et on l'a plus vu dans les moments de conflit. Par exemple, moi, aujourd'hui, quand dans les déplacements, c'était des groupes de prière qui se formaient partout. Et ça, je suis obligé justement d'y mêler. Et même, là, vous avez parlé donc du chef de guerre. Vous voyez que même derrière, si vous voulez, l'engrenage, il y a aussi un motif spirituel. Parce que, en fin de compte, quand je parle des anciens combattants que j'ai eu à interroger, il y a bien évidemment les motivations financières, aussi le pouvoir que leur confèrent les armes, mais il y a aussi une grosse part de spiritualisme que d'ailleurs, par moments, ils ne comprennent même pas, mais qui les entraînent. Voilà. Donc, on court derrière les temps. Dernière question, très rapidement. Si j'ai bien compris, le personnage principal qui est Kuka, ne seriez-vous pas je sais où est-ce que vous voulez en venir. Écoutez, Kuka et moi, on a beaucoup de choses en commun. On a vécu dans le même quartier. Je pense qu'on a probablement eu les mêmes distractions. On a été dans quelques endroits similaires, mais la comparaison s'arrête là. Est-ce que vous avez des retours sur le livre en question? Les retours, ils sont extrêmement positifs. Et ce qui me réjouit, c'est qu'ils sont internationaux. C'est-à-dire que on a des Belges, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Canadiens, et tous ceux qui lisent en français d'abord dans un premier temps, puisque la traduction en anglais arrivera peut-être plus tard, et ils sont 100% positifs. D'accord. Et en tout cas, vraiment, personnellement, pour conclure, je conseillerais à tout le monde d'acheter, de lire, mais vraiment jusqu'à la fin, c'est une histoire. Quand les lucioles s'arrêtent de briller. J'ai une dernière question, c'était pas prévu. En avant-première, tu nous as dit que tu bossais sur des prochains ouvrages qui pourraient arriver. Est-ce qu'en 30 secondes, tu pourrais peut-être nous lâcher une petite exclue? L'exclu, c'est que l'ouvrage est en cours de rédaction. D'accord. Et qu'il arrivera, si je me concentre bien, je pense que fin 2023, il sera bouclé. Et peut-être qu'il verra le jour en 2024. Parce que il y a beaucoup de recherches quand on doit faire un livre. Donc j'ai pas mal de voyages à faire, j'ai pas mal de gens à rencontrer. Et carrément. Par la suite, voilà. Mais grosso modo, je pense que début 2024, nous pourrons en parler. Et ben voilà, c'était les mots de la fin. Quand les lucioles s'arrêtent de briller, Willy Elfège, Miaba tout ça. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci Daniel. Merci.